Il faut organiser les soins autour de l'hôpital. Il ne faut pas se concentrer que sur l'hôpital. Les déserts médicaux, oui. Mais c'est vrai que si vous appelez votre infirmière dans la Creuse, elle vous écoutera quand même. AVS avec Philippe Robichon. AVS, 3 lettres qui veulent dire à votre santé. Ravi de vous retrouver. Je reçois ce matin Minou Azoulay. Bienvenue sur Beurre FM. Bonjour. Réalisatrice, productrice de documentaires et de reportages. Après Ne tirez plus sur l'hôpital, un livre qui dénonçait le malaise hospitalier mais qui mettait des mots pas très convenus sur l'hôpital. Vous publiez Y a-t-il un docteur près de chez vous, chez Hugo New Life. C'est une enquête sur les déserts médicaux. Alors vous êtes émergé dans les déserts médicaux, mais vous ne nous en donnez pas le nom ni le nom de ceux que vous avez rencontrés. Pourquoi ce mystère ? Alors, oui, c'est pas un mystère vraiment, c'est que j'ai préféré taire les noms des lieux où je suis allée pour que tout le monde s'y reconnaisse. Sinon, on aurait lu, par exemple, Le Havre et on aurait, ah bah non, ailleurs, ça se passe pas comme ça, il y a que chez nous. Voilà, donc je trouve que ça donne un côté plus universel à l'analyse et elle est universelle d'ailleurs. Alors, on verra avec vous ce matin ce qu'on appelle les déserts médicaux, mais est-ce que vous trouvez que les technocrates ne vont pas assez sur le terrain ? Ah non, ils vont presque pas. Ils n'y vont presque pas. Même les hôpitaux sont dirigés par des ingénieurs, par des gens qui viennent de l'industrie et qui ne connaissent pas la réalité médicale quotidienne. Et c'est bien pour ça que ça pose problème, c'est qu'ils analysent des chiffres et pas des soins. Et que les médecins ont peu la parole. Les médecins sont obligés de parler de médecine en chiffres. C'est pas leur métier. Et donc, la confusion qu'on a connue au début de la crise sanitaire venait aussi de là. La crise sanitaire, vous parlez de la dernière, celle qu'on vit. La dernière, qu'on est en train de vivre encore. Ouais, celle du coronavirus. Et c'est pas parce qu'on passe une journée sur le terrain qu'on fait du terrain. Non. Et puis, franchement, moi, j'ai vu des directeurs d'hôpitaux qui ne sortaient pas de leur bureau. C'est les médecins qui venaient à lui pour des réunions. Mais lui n'allait pas. Enfin, je suis pas restée non plus des années. Hein. Oui, ça existe encore, ça, des gens qui sortent pas de leur bureau. Oui, et puis qui ont 3 personnes pour la communication de l'hôpital. Est-ce qu'on a besoin de communiquer sur l'hôpital, d'aller chercher des gens qui étaient dans l'industrie pour parler de l'hôpital ? Non, il y a les médecins, il y a les soignants qui sont là pour ça. Remarquez, un professeur marseillais dont on parle beaucoup n'a pas besoin d'attaché de presse. Absolument. Il communique très bien tout seul. Voilà. Enfin, très bien. En tout cas, il communique. On connaît le serment d'Hippocrate. Qu'est-ce qu'on appelle le serment de Genève ? Alors, le serment de Genève, bonne question. Ah ouais, c'est oui, ça. Non, mais j'en ai parlé en plus. C'est pour ça, c'est dans votre livre. C'est sur l'obligation de soigner et de faire circuler l'information. Voilà. Je ne connaissais pas le serment de... c'est venu après le serment d'Hippocrate. Et donc, l'information ne circule pas toujours. Aujourd'hui, nous entrons dans la phase 2 du déconfinement. Quel goût est-ce que ce jour a-t-il pour vous ? Est-ce qu'il a un jour particulier ? Oui, j'avoue que je fais ma rentrée parce que je viens chez vous ce matin parler de santé. C'est la première radio que je fais après le déconfinement. D'ailleurs, j'en suis ravie. On devait faire l'émission il y a 3 mois, hein, je me rappelle. Donc l'accueil est chaleureux et je trouve que ça a un goût de vacances. Toujours ? Oui, mais là, en traversant Paris, c'est un mélange de vacances parce qu'il y a le soleil et qu'il y a des tronçons de route qui sont sans embouteillage. Et puis, il y a des moments où il y a plein d'embouteillages. Ce matin, en partant, il y en avait plein. Je dis, ça y est, on reprend. C'est vrai. Moi, ça fait 85 jours que je n'ai pas fait de direct. Je suis comme vous. Nous aussi, oui ? Oui, on a fait des émissions pendant le mois du Ramadan, qui était le soir, mais on était toujours confinés. Et là, c'est le premier direct. Et j'avais ce sentiment de vacances encore, c'est vrai. Ouais. En plus, ça va pas durer, il va pleuvoir. Mais on est en vacances parce que la peur s'en va, quoi. Voilà, c'est ça aussi. C'est la peur du virus part un petit peu tous les jours. De quoi est-ce que vous avez envie de particulier aujourd'hui que vous n'avez pas fait depuis 3 mois ? D'une terrasse de café. En vrai ? Avec un bon café oui. J'adore ça. Rester aux terrasses des cafés et regarder passer les gens. Et imaginer plein de choses.
Voilà, c'est notre métier de journaliste qui reprend le dessus, on regarde les autres. C'est que vous travaillez tout le temps, en fait, dans l'observation. Oui, toujours. Mais dites-moi, le confinement, il nous a prouvé qu'on perdait une partie de notre cerveau à ne pas voir les gens, à les voir en virtuel. Et le contact, c'est la vie. Hein. C'est également le jour J pour l'application Stop Covid, l'application donc de traçage des contacts avec des malades. Est-ce que vous allez la télécharger ? Et puis, est-ce que vous êtes pour ce débat ? Est-ce qu'il faut ou non l'installer ? Alors, si c'est une question de santé, il vaut mieux télécharger l'application que de se bousculer aux urgences et de risquer sa vie. Est-ce que je vais l'installer personnellement ? J'attends un petit peu, je ne crois pas. Si on nous dit que le virus s'en va et qu'il s'en ira effectivement, voilà, c'est en réflexion. On va attendre de voir. Mais c'est pas aujourd'hui à midi que vous allez télécharger l'application ? Non, et puis d'être tracé, ça ne me fait pas peur. On est tracé toutes les heures avec nos portables, donc une de plus, ça ne me fait pas peur. D'accord, donc pour vous, les outils numériques de traçage, en tant que citoyenne, ça ne pose pas de questions ? Non, écoutez, franchement, tous nos smartphones sont pleins d'applications qui nous suivent. On parle à la radio, je vais trouver sur mon fil d'actualité de Facebook, Beurre FM peut-être, je ne sais pas. Donc on est tracé tout le temps. Donc rien de nouveau. Enfin, moi je suis pas dans ce débat liberticide ou pas liberticide. Qu'est-ce que cette crise sanitaire qu'on vient de vivre ces 3 derniers mois nous a appris de plus sur l'hôpital public que dans votre livre, il y a 2 ans ? Alors, écoutez, je ne suis pas sûre qu'on ait appris grand-chose par rapport à ce que j'ai vu. On n'était pas prêts, ça c'est sûr, mais c'est au niveau national qu'on n'était pas prêts. Ça veut dire que on n'était pas préparés. Et je me demande qui était préparé sur la planète, parce qu'elle n'a pas touché que l'hôpital français, que le système français. Je pense qu'il faut investir beaucoup plus d'argent dans les soins, dans la technologie des soins, dans la technique des soins, que dans le traçage. Moi, j'ai vu les infirmières et les soignants au jour le jour. Je vous assure que c'est une des images qui m'a le plus frappée. Elles avaient comme prothèse leur ordinateur. Elles passaient 1 minute à faire la piqûre et 3 minutes sur leur ordi pour dire « j'ai fait une piqûre à monsieur ou madame Untel ». Mais c'est pas leur métier. Et donc, elle nous a appris que la technocratie, elle a bouffé le soin élémentaire. Et j'ai vu des soignantes au lit des patients formidables qui avaient délaissé l'ordinateur. Et voilà, on a oublié le soin individuel, le soin vraiment thérapeutique pour faire du soin numérique. Mais est-ce que l'hôpital public, dont on nous disait qu'il était à terre, a plutôt mieux résisté que prévu à la crise ? Je crois qu'il a résisté. Et grâce à qui ? Grâce aux soignants. Pas grâce au système hospitalier. On a un système hospitalier formidable en France parce qu'il peut soigner tout le monde, mais parce qu'il est accessible à tout le monde. Mais je vous assure que l'hôpital n'existerait pas sans les soignants. Ils sont formidables. Et c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis ne tirez plus sur l'hôpital. Et parce que les soignants le font tenir. Parce que tous ces médecins qu'on a vus défiler pendant la crise et ces chefs de service, ils ont bravé le traçage numérique. Ils se sont décidés à faire leurs soins comme ils avaient appris et en oubliant de tracer. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on a pris des décisions, au lieu de passer par 3000 intermédiaires, on a pris des décisions sur le terrain personnellement. C'est comme ça qu'on a bravé les choses. Oui, puis on a vu des avancées techniques qui n'auraient peut-être pas été capables en temps normal. S'il avait fallu respecter les processus, absolument. Les autorisations. Absolument, ils ont bravé toutes ces autorisations. C'est pour ça que l'hôpital sans les soignants et qu'avec des technocrates, ça ne marchera pas. Alors, on parle toujours du monde d'après. En quoi, selon vous, l'hôpital ne sera-t-il plus jamais comme avant ? Ou alors, est-ce que ça repart comme en 14, dès que le virus est reparti ? Eh bien, écoutez, je crains que ça ne reparte comme en 14. Non, j'espère que le Ségur de la santé va faire prendre conscience au gouvernement qu'il y a encore des choses à faire, qu'il faut augmenter les salaires des soignants, parce que on est quand même le seul pays à les payer si mal. J'espère qu'ils vont comprendre que les 35 heures, c'était peut-être
une erreur et qu'il faut peut-être assouplir les choses, que les gens choisissent. Et voilà, je pense qu'il faut redonner du cœur à l'ouvrage de ces soignants qui se sont éreintés pendant la crise et oublier de nommer des ingénieurs à la tête des hôpitaux et qu'on nomme des médecins ou un duo médecin, gestionnaire. Ça marche dans plein d'entreprises. Allons-y, dans les médias, ça marche comme ça. Il y a un gestionnaire, il y a un patron qui sait ce que c'est que l'info, le programme, etc. Donc allons-y. Alors le Ségur de l'hôpital, pour tout le monde, c'est quoi ? Le Ségur de l'hôpital, Ouais. je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Mais non, ça parle pas encore à tout le monde. Bon, Non, parce que le Premier ministre, c'est vrai, l'a installé la semaine dernière, mais le Ségur, pour l'instant... Pour l'instant, c'est de bonnes intentions. Le Ségur, c'est le nom déjà de la rue. Où est le ministère de la Santé. Ouais, et donc, c'est par référence à ce qu'on appelait les Grenelles. Les Grenelles de l'environnement. C'était de l'environnement. Il y a eu de l'environnement, oui, il y a eu plusieurs Grenelles. Oui. Mais il y a eu une réforme de la santé il y a 1 an déjà. Elle était en route. Elle n'a pas abouti parce que la crise est arrivée. Mais je pense qu'elle était un peu légère. Je me suis dit que... Parce que la réforme qui a été mise en route il y a 1 an, elle a pris surtout... Par Agnès Buzyn. Par Agnès Buzyn. Qui la portait. Voilà. Qui a essayé de la porter. Et elle était surtout... Elle concernait surtout les soins à l'hôpital et autour de l'hôpital. Elle a doté de l'argent à l'hôpital, mais elle a surtout créé des postes chez les médecins généralistes, en province, ce qui rejoint un peu les déserts médicaux. Elle a créé des postes d'assistantes médicales pour pouvoir alléger le travail des soignants et leur permettre de soigner plus. Et puis, je pense que tout va changer. Je pense que ça va changer, forcément, parce qu'il y a des postes qui étaient inutiles et qui vont peut-être se reporter sur les salaires qu'on va reporter sur les salaires des soignants. On verra. Mais en tout cas, elle a été un peu tuée dans l'œuf, on verra bien. Hein. Mais elle a surtout servi l'organisation des soins autour de l'hôpital, parce que les urgences auxquelles j'ai assisté, c'était une angoisse de fin de nuit, une angoisse d'aller au boulot, c'était une angoisse de... Voilà, mon frère, j'ai vu ça, il y a 10 ans, mon frère est mort d'un accident cardiaque, je viens, est-ce que vous pouvez m'héberger ? J'ai peur d'avoir la même chose. La femme était très bien. C'est n'importe quoi, n'importe qui. Mais elle avait une angoisse à prendre en charge. Oui, mais c'est pas aux urgences qu'on prend cette angoisse en charge. Aux urgences, c'est des urgences médicales. Il y a des médecins en ville qui sont faits pour vous écouter et qui sont là pour vous écouter. Oui, enfin là, dans votre dernier livre qui parle des déserts médicaux, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont rien à faire aux urgences, qui sont orientés aux urgences parce qu'il n'y a rien d'autre pour les accueillir. C'est pour ça qu'il faut organiser les soins autour de l'hôpital. Il ne faut pas se concentrer que sur l'hôpital. Les déserts médicaux, oui. Mais c'est vrai que si vous appelez votre infirmière dans la Creuse, elle vous écoutera quand même. Elle vous écoutera. Ce que cette crise sanitaire du coronavirus a révélé, c'est que beaucoup de patients n'avaient pas de médecin traitant. C'est vrai. Ils n'ont pas de médecin traitant. Et ça c'est quand même révélateur de la société et du fait que les gens ne se soignent pas régulièrement. Non, ils n'ont pas de médecin traitant. Pourquoi ? Parce que les jeunes médecins préfèrent la voie de l'hôpital. C'est la voie royale. Ils n'ont pas à s'en faire. Ils travaillent en équipe, ils sont en sécurité et ils sont dans un lieu de vie. Ils sont salariés, on va dire. Ils sont aussi salariés. Un jeune médecin qui va travailler à Cosne-sur-Loire, par exemple, ou à Auxerre, ou je ne sais dans quelle ville autour, il va arriver, il faut qu'il monte son cabinet. Cela dit, ils ont beaucoup d'aide. On leur donne beaucoup d'argent pour démarrer. On leur donne 50 000 € pour ouvrir leur cabinet. C'est une aide à l'installation. Il y a des villes où on leur donne 20 000 €. Mais voilà, ils ont peur. Aujourd'hui, ils vous disent, ma femme travaille, il faut qu'elle trouve du travail. Mes enfants ont besoin d'aller à l'école. Mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si autant de gens aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant, c'est parce qu'il n'y a pas de médecin ou c'est parce que finalement, les gens ne se soignent pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens et qu'ils ont laissé passer tout ce côté de la prévention? Non, moi je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de médecin. Je pense que la prévention
c'est le médecin qui... Vous savez, la fameuse visite de routine, quoi. Oui, mais c'est le médecin qui l'a fait. Et s'il faut prendre rendez-vous 6 mois à l'avance, on est un peu découragé. Et s'il faut faire 3 heures de route pour aller faire une IRM dans la ville d'à côté, c'est décourageant. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne se soigne plus. Mais il y a pas de médecin dans les lieux de vie où il n'y a plus de poste, où il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de clinique. Ça va ensemble de tout ça. Qu'est-ce qui vous intéresse de autant dans la santé et dans les univers médicaux en tant que réalisatrice ? Je vais demander à mon psy. C'est le moment, tiens, si vous voulez, j'en ai 2-3 à vous conseiller, mais je crois que vous avez un carnet d'adresses bien rempli aussi. Non, ce qui m'intéresse, c'est le lien, c'est l'humain, c'est tout ce qui est humain et que je trouve que la santé, c'est quand même la base de la vie. Que si on est en bonne santé, on vit mal. En mauvaise santé, on vit mal. Et ce dévouement, moi, je trouve formidable ces vraies vocations des soignants qu'on rencontre dans peu de professions. Il y a peu de professions où il y a une vraie vocation. Et ça m'a toujours un peu fascinée. C'est toujours le cas, parce que dans votre livre sur les déserts médicaux, on a l'impression que le médecin de famille d'avant, lui, il avait la vocation, et qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur le terrain ont moins la vocation. Oui, parce ils ont été un petit peu pétris avec ce monde d'aujourd'hui, où il faut avant tout gagner de l'argent, avoir sa petite vie tranquille. Ben non, être médecin, c'est être dévoué. Être soignant, c'est être dévoué. Le médecin de famille qui venait en pleine nuit et qui travaillait 14, 15, 16 heures par jour, ça existe encore ou pas ? Oui, ça existe encore, mais de moins en moins. Oui, j'en ai rencontré. J'ai rencontré un médecin militaire qui a beaucoup travaillé sur Paris, en Afrique et tout, et qui aujourd'hui a décidé de revenir à la campagne. Et lui, alors, il passe 1 heure avec ses patients, 2 heures s'il le faut. Il va chez eux, il boit le thé avec eux, et puis voilà, il y en a encore. Ils sont formidables. Et vous avez rencontré beaucoup d'anciens dans votre livre. Ah non, j'ai rencontré aussi des jeunes. Hein. Oui, aussi des jeunes, mais il y a beaucoup d'anciens, et même des très vieux médecins d'ailleurs. Hein. Il y a un médecin qui a plus de 90 ans. Ça y est, il vient d'arrêter. Bon. 97. Incroyable. Incroyable. Et il y a eu beaucoup de reportages d'ailleurs sur lui depuis que je l'ai rencontré. Récemment, moi, effectivement. Oui. Ouais. Cheville-Larue, et il a arrêté. Il consultait 2 fois par semaine encore, voilà. Avec sa femme qui veillait sur lui, qui était beaucoup plus jeune. Oui, sans doute, à 80 et quelques. Oui, mais il était formidable parce qu'il avait un regard jeune, une écoute jeune. Et moi, je me souviens, il m'a raconté qu'il avait reçu... qu'il y avait deux voyous qui étaient venus dans son cabinet. Ils voulaient un faux certificat. Il leur a dit « Je fais pas ça chez moi, sortez d'ici ». Mais à 97 ans, il a osé se lever et leur dire « Sortez de mon cabinet ». D'ailleurs, dans les exemples que vous prenez dans votre livre, c'est pas toujours le cas. Il y en a qui se sont exécutés et qui n'ont pas le choix, d'ailleurs, que de le faire quand on leur demande un certificat dit de complaisance. Il n'y a pas la sécurité partout. Hein, c'est un peu à l'image du pays. Hein. La crise qui vient de passer a révélé ce qu'on appelle les experts santé. Quel regard est-ce que vous, professionnels du journalisme depuis de nombreuses années, vous portez sur tous ces experts santé et sur ce qu'ils nous ont dit? Ils ont fait la pluie et le beau temps. On les a beaucoup crus au départ. C'est quoi finalement cette profession nouvelle qu'est d'expert santé ? Écoutez, je trouve qu'il y a des experts depuis une 20aine d'années surtout. Hein. Il y a des experts de l'économie, il y a des experts de l'éducation, de la psy. Mais je trouve que pendant cette crise, les experts santé sont allés beaucoup plus sur les antennes que dans leur cabinet ou dans leur hôpital. Mais ils nous ont montré qu'il y avait des gens qui travaillaient à l'hôpital et qui savaient ce qu'ils faisaient. Après, ce qu'ils disaient, c'était plus ou moins déformé par l'urgence de leur faire dire quelque chose par des journalistes qui voulaient des réponses à toutes les questions. On n'en avait pas. Oui, enfin, il y a quand même eu cette fameuse question des masques et de l'obligation du port des masques qui peut-être nous pose des questions déontologiques. Eh bien oui, parce que dans n'importe quel hôpital où vous allez, moi, toutes les salles d'op que j'ai visitées, où j'ai travaillé, le masque, tout, il fallait être harnaché, stérile. Donc, je pense que ce ne sont pas les experts ils ont suivi un petit peu l'ordre gouvernemental. On n'a pas de masque, alors dites qu'il n'en faut pas. Voilà.
Donc, je pense que là, c'est une erreur de communication. Ils nous ont menti sur les masques. Et maintenant, Mais ça va laisser des traces, ça. Je pense sur que la ça va confiance, c'est ça Oui. la question. Ça va laisser des traces, mais regardez, là, on continue d'écouter les gestes barrières, ce que nous dit le gouvernement. Je ne sais pas quelle trace. Je trouve que c'est un petit peu tôt encore pour tirer des conclusions. Ouais, non, bien tout sûr. ça. Même si c'était pas facile à gérer au quotidien. C'est pas facile. Tout le monde a été paniqué. C'est planétaire. C'est pas que les Français qui ont eu peur. Tout le monde a eu peur parce que personne ne le connaissait, ce virus. Comme la grippe, au début, on ne savait pas. Elle a tué du monde, beaucoup de monde. Et maintenant, on sait. Mais je crois que dans 6 mois, 1 an, on saura. Mais si des experts nous ont menti en sachant que c'était pas le bon message, c'est là où ça pose des questions. Oui, mais les experts ne nous ont Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il y a quand même une différence entre ne pas savoir et dire une connerie, et le fait de savoir et de passer un message parce qu'on n'a pas de masque. On leur a demandé de communiquer. On leur a pas demandé de donner un avis médical. Ils ont fait semblant de donner des avis médicaux, mais les avis médicaux, ils les avaient à l'hôpital. Ils ont soigné les gens quand même. On ne peut pas leur reprocher ça. Ils ont assumé cette crise et assuré cette crise. Maintenant, on leur dit, il n'y a pas de masque, il faut dire quelque chose dans ce sens-là. Et voilà, mais c'est ça. Mais c'est aussi la faute des médias, parce que les médias ont été partout. On leur a demandé de répondre à toutes les questions. Et quand on a le nez sur le guidon, on ne peut pas répondre à toutes les questions. On ne peut pas dire, j'ai vu le virus. Non, ils ont vu un mort. Et le virus, ils ne savent pas encore ce que c'est. Mais on peut dire qu'on ne sait pas. Il y en a qui ont dit je ne sais pas. Pour le port du masque, je veux dire. On peut dire je n'en sais rien. Dans l'état actuel des informations, je n'en sais rien. Il y en a qui l'ont dit, mais pas beaucoup, parce que le gouvernement leur a donné des instructions. Voilà, je sais que celui qui a préfacé votre précédent livre s'était fait beaucoup taper sur les doigts, qui est Michel Simès, par exemple, qui a porté la parole. Oui, mais c'est bien sûr qu'il a porté une parole erronée au début. Il s'en est excusé après. Et il y en a beaucoup comme lui, mais je crois qu'ils n'ont pas pris la mesure de cette ampleur du virus. Ils n'ont pas pris la mesure. Ils se sont dit, oui, comme la grippe, on a connu ça, et la grippe, elle tue des vieilles personnes, et la grippe, elle tue des personnes déjà malades. Et voilà, mais je crois que c'est par omission, par ignorance. Ils ne savent pas tout. Mais vous et moi, on est journalistes. Et on a ce qu'on appelle le factuel. Mais on doit vérifier les faits. Vous voyez, donc on est censé le faire, et plusieurs fois d'ailleurs. C'est quand même la différence. Oui. Parce que quand on nous a dit au départ que c'était une grippette, et qu'on nous l'a répété... Eh bien, je pense que les experts, les médecins sur le terrain n'ont pas eu le temps de vérifier que c'était une grippette. Et nous, les journalistes, on n'a pas pris le temps de vérifier non plus, et on leur demandait de nous répondre ce qu'on voulait entendre. Allez, c'est pas si grave que ça. On avait peur aussi, en tant que journaliste. Et on prend plus le temps de vérifier. L'info continue ne vous laisse pas le temps de vérifier. Ça vous a démangé de prendre une caméra, d'aller tourner à l'hôpital, d'aller faire des reportages ? Ah oui. Ouais. Ah oui. Oui, j'avais envie de voir comment s'organisait cette panique, cette urgence. J'ai même eu envie d'appeler l'hôpital où j'étais en immersion pour leur dire, est-ce que vous avez besoin de mon aide ? Mais je suis pas assez jeune pour ça. Ils prenaient que des jeunes et il fallait assurer. Sinon, ils m'auraient tué avec le virus, peut-être. Ou peut-être que vous étiez immunisé. Mais peut-être que je suis... Et tant mieux. Donc. Non, mais c'est vrai que. Mais c'est vrai que la question s'est posée, qu'on vous a dit, non, peut-être pas prudent ou. Oui, moi oui. Mais j'ai pas posé la question si je pouvais y aller, mais j'avais très envie. Et je me suis dit, je vais pas le faire parce que je vais peut-être les gêner plus qu'autre chose. Et quand Michel Simès a dit à tout le monde qu'il était passé à l'hôpital pour aider... Qui était retourné, oui. Voilà, il était en soins infirmiers, pas en soins médicaux, parce qu'il ne connaît pas non plus. Oui, ça reste une spécialité. Oui, l'infectiologie, c'est quand même spécial. Alors, les Français, on l'a vu, ceux qui ont passé le confinement à Paris ont rêvé de vert, et puis il y en a même d'autres qui se sont mis au vert. Et dans votre livre, vous dites, à la campagne, l'herbe est plus verte, mais le désert avance.
Alors le désert avant, c'est quel désert? De quel désert parlez-vous, Minou Azoulay? C'est le désert social, parce que pour moi, le désert médical, c'est d'abord un désert social. Si on offre des structures collectives aux jeunes médecins, ils iront. Ceux qui ont envie de faire du sport, ceux qui ont envie d'aller au cinéma, ceux qui ont envie de boire un verre avec des copains, ceux qui ont envie de rejoindre une équipe, de discuter avec l'équipe. Et alors, oui, l'herbe est verte. Moi, j'ai pris un vrai plaisir à enquêter dans les campagnes en France, parce que c'était des petits hôtels sympas, parce que je me baladais. Mais le soir, si j'avais envie d'aller boire un verre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Où je vais boire un verre? Je ne suis pas amie avec tous les gens chez qui j'ai enquêté. Donc, le désert avance. Oui, remettons des postes, remettons des bistrots et remettons des écoles, ouvrons des écoles au lieu de fermer. Même s'il y a 15 élèves, il y a toujours une institutrice dévouée qui aura envie de faire la classe. Et puis, ça repeuplera peu à peu. Est-ce que la crise va nous enseigner ça? Je ne sais pas. Mais est-ce que la campagne repeuplée, ça reste la campagne? Non, parce que la campagne repeuplée, elle a du charme. Vite, la campagne, c'est bien si on n'est pas malade ou qu'on n'est pas sur le point d'accoucher. La France aurait perdu 40% de ses maternités. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Dans le lieu où j'ai enquêté, il y a eu 7 accouchements sur la route avant d'arriver à l'hôpital, qui était à 50 km. Alors, on parle de la campagne, mais est-ce que la campagne, ça résume le fait des déserts médicaux? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un désert médical? Et est-ce que vous trouvez finalement que cette expression, elle dit bien ce qu'elle veut dire, ou que le terme est mal adapté? Alors, un désert médical, c'est plutôt un lieu où on ne peut pas consulter dans les 3 heures qui arrivent, où on ne peut pas aller à des urgences tout de suite, où on ne peut pas prendre rendez-vous avec un diabétologue ou un cardiologue à moins de 3 ou 6 mois, où il n'y a pas d'urgence de nuit. C'est tout ça, un désert médical. Mais je commence à constater aussi que le désert médical gagne les villes. C'est pas que la campagne, c'est pour ça que je voulais dire que, bon, là, on parlait de la campagne, mais que finalement, en Île-de-France... En Île-de-France, par exemple... En Seine-Saint-Denis, tout le monde pleure parce qu'il n'y a pas de médecin, parce que les jeunes ou les personnes qui veulent consulter, elles prennent rendez-vous 3 mois à l'avance, elles rentrent du boulot 2 heures à l'avance pour être à l'heure à la consultation, sinon le médecin ne les reçoit pas, parce que les médecins quittent aussi certaines banlieues où ils sont moins en sécurité, où il y a quand même des voyous. Il y en a à Paris, il y en a en banlieue, beaucoup plus en banlieue, parce qu'ils sont ghettoisés. Mais mettons des transports, ouvrons la banlieue à la grande ville, et les jeunes, ils viendront plus à la grande ville, plutôt que de rester végéter sous leur porche. Trouvons du boulot, donnons-leur du boulot, et puis tout ça. Mais bon... Moi, je prêche dans le désert, si je puis dire, parce que voilà, c'est une affaire politique et pas seulement médicale. En quoi est-ce que c'est une affaire politique? En quoi est-ce que c'est une affaire? Est-ce qu'on va obliger les médecins à aller s'installer dans les déserts médicaux? Eh bien, en Allemagne, ils les salarient. Et comme ça, ils sont sûrs qu'ils seront là. Et ils font des bus, des consultations itinérantes. Ils salarient les médecins et ça marche bien parce qu'on leur offre la sécurité. Offrons-leur la sécurité. Mais la France se plaint tout le temps. On leur donne tellement d'aide à l'installation. Je vous assure, quel métier prend 50 000 € pour s'installer? Quel métier? Alors, qui donne? C'est quoi? C'est la mairie? C'est le département? Alors, c'est le département, la commune et l'État. Voilà. Il y a c'est des accords entre tous ces agents. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des maires qui sont même très 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 actifs aujourd'hui et qui passent des annonces, des petites annonces, parce qu'ils recrutent des médecins pour leur municipalité, et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne. Là où j'étais, il y avait une femme médecin sénégalaise, je crois, ou camerounaise, parce que je sais plus, parce que je l'ai pas rencontrée, et une femme tunisienne qui était à l'hôpital de la petite ville où je travaillais. Elles étaient heureuses et elles étaient formidables. Et le maire ne demandait qu'à les retenir. Il voulait leur ouvrir un cabinet. Il leur a dit. Et je pense qu'il va y arriver. Moitié hôpital, moitié cabinet. Il y a beaucoup de cabinets d'ailleurs de santé qui sont en train d'arriver, de voir le jour. C'est un nouveau modèle. Oui, parce que, et ça, les médecins, ils y vont quand il y a des
des institutions autour. Ils y vont parce qu'ils sont en équipe et qu'ils peuvent discuter de cas avec les autres collègues. C'est pas un sujet nouveau, puisque rappelons que lors du grand débat national qui a donc suivi les Gilets jaunes, la question de la désertification médicale est le sujet qui est arrivé en tête des préoccupations majeures des Français. Oui, parce que les Français prennent soin d'eux malgré les apparences et qu'on ne leur donne pas toujours les moyens de se soigner. Moi, j'ai vu quand même des femmes à la campagne, dans leur maison, toutes seules. J'arrivais avec le médecin pour la consultation et il leur disait « Mais madame, il faut sortir de la maison, il faut aller marcher ». Sauf que quand elle sortait de la maison, quand elle sortait de chez elle, de son petit jardinet, c'était la départementale. Et elle va marcher où ? Donc, c'est ça aussi la campagne. Mais oui, il faut des médecins. Il faut donner envie aux jeunes d'aller s'installer. Il faut donner envie aux jeunes d'ouvrir des cabinets. Il faut donner aux jeunes. Et puis, il faut pas. J'ai entendu. C'est un monsieur qui me racontait. Il est allé faire une IRM. Il a mis 3 heures de route à 8 heures du matin parce qu'il n'a pas osé dire à l'infirmière. Et il était très âgé, donc. Et il n'a pas osé dire qu'il habitait à 300 bornes de l'hôpital. Il n'a pas osé le dire. Il se dit, j'ai un rendez-vous, j'y vais. À 8 heures du matin et retour, quoi. Donc, il y a des choses aberrantes parce que c'est cloisonné, parce qu'il y avait un hôpital à 50 km où il pouvait aller faire son IRM. Et tout ça, c'est là que je vous disais tout à l'heure, c'est technocratique et politique. Alors, arrêtons de faire de l'administration en France, faisons du soin, de l'éducation, sans les barrières administratives. Alors, il y a un sujet qu'on aborde peu, c'est la question de la féminisation de la profession. En quoi la féminisation de la Covid ? Je vais remettre mon masque. Ah, vous remettez votre masque. Là, je suis sous la table. En quoi est-ce que la féminisation de la profession a changé les mentalités ? Parce qu'on découvre que d'abord, c'est une profession qui s'est beaucoup féminisée. Alors, la profession s'est féminisée parce que les femmes ont pu enfin étudier ce qu'elles avaient envie d'étudier. Elle s'est féminisée comme le corps enseignant. Elle s'est féminisée comme dans plein de domaines. Alors, les chiffres, les femmes sont majoritaires chez les médecins de moins de 60 ans et 66% des effectifs de femmes de moins de 30 ans. Des médecins de moins de 30 ans sont des femmes. Donc, effectivement, elles deviennent majoritaires aujourd'hui. Elles vont devenir majoritaires. Et alors, ça ne change pas le fond des choses. Elles apprennent les mêmes choses que les hommes, sauf que celles que j'ai rencontrées sont bien mieux organisées. Elles ont quand même des impératifs de s'occuper des enfants. Quoique j'ai vu un médecin à la campagne. Le mari était au foyer. Et elle était médecin, et elle s'organisait vachement bien. Le mercredi après-midi, elle le passait avec ses enfants, elle recevait quand même les appels, et elles sont beaucoup mieux organisées que des hommes qui, quand ils se donnent à fond et ils s'occupent pas du reste. Voilà. Donc la charge mentale, on sait ce que c'est pour les femmes. Elles doivent tout organiser. Donc elles s'organisent, et ça marche. En 2018, le Conseil de l'Ordre des médecins a réalisé une enquête auprès des étudiants et des internes en médecine sur les facteurs qui déterminent leur installation. Alors, qu'est-ce qui va déterminer le fait qu'ils aillent dans un endroit plutôt qu'un autre, Mine Oiselet ? C'est l'environnement social. C'est des écoles, des lieux de sport, des lieux de rencontre, des confrères avec qui discuter, et puis une sécurité financière qu'on leur donne au départ. Moi, j'ai rencontré un type de 30 ans, un jeune médecin qui était, en stage chez le médecin installé à la campagne. Et je lui ai dit, mais c'est bien, vous êtes bien. Là, en plus, il y avait une petite ville de 10 000 habitants à côté. Il m'a dit, oui, on me donne 50 000 euros à l'installation, mais ça remplit pas une vie. Je dis, bah oui, mais vous allez travailler, vous allez gagner. Non, il faut tout de suite. La mentalité des jeunes médecins a changé. Et il y a autant de dévouement, mais la vocation, elle est tributaire de plein d'autres choses qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que le Conseil de l'Ordre arrive à voir ce qui arrive en 1 ? Qu'est-ce qui détermine ? Et est-ce qu'il y a aussi des candidats, entre guillemets, à la ruralité ?
Il y en a très peu, mais il y en a. Et je vous dis, c'est l'environnement social. C'est trouver du travail pour sa femme, trouver une école pour ses enfants et avoir des confrères avec qui discuter. La question, la crise sanitaire qu'on vient de vivre a révélé la question des médecins étrangers en France. Et on s'est rendu compte que la France et le système hospitalier français n'auraient pas pu fonctionner sans ces médecins étrangers. Est-ce que finalement, ces médecins étrangers, ça peut être une solution à la crise des déserts médicaux ? Mais c'est déjà une solution depuis longtemps, hein, ces médecins étrangers. Ils viennent avec la même formation. On les reforme en France parce qu'il y a des pays où le système de santé est moyen, on peut le dire. Et puis quand ils viennent en France, ils ont une période où on les reconfirme dans leur diplôme, on les paye moins cher et ils sont tout aussi confrontés que les autres aux problèmes de santé. Donc oui, ça a été une solution. Et j'avoue que il y a des lieux où il y avait du racisme, mais très peu. Très peu. Les gens me disaient, du moment qu'il sait nous soigner, on s'en fiche qu'il soit de Roumanie, d'Algérie ou des États-Unis. Mais vous l'avez entendu ou pas ? Je l'ai entendu. Ouais. Et j'ai entendu du racisme. Mais les gens sont tellement autocentrés que si on les soigne, ils sont contents. Mais c'est vrai qu'il y a de la xénophobie, bien sûr. On peut pas le nier. Mais ils sont, en tout cas dans les structures, ils sont bien accueillis. Structures hospitalières et tout, on les accueille. Alors c'est une enquête de terrain que vous avez menée. Vous êtes allé dans des communes de 1500 habitants, par exemple, et qui réussissent très bien. Quel est le secret des communes qui réussissent très bien ? Est-ce que ce sont des villages musées ? Est-ce que ce sont... Alors c'est des villages dont les maires donnent le la de la réussite. J'ai rencontré un maire heureux, 500 habitants. L'école, elle fonctionnait. L'institutrice était géniale. Et le maire était sur le terrain. Et il avait fait en sorte que sa sœur, notamment, était médecin. Et il lui a quasiment ouvert les bras pour lui dire « Viens t'installer près de chez nous ». Et ça déborde. Voilà, ça a débordé. Et voilà, il y a une espèce de volonté humaine qui va parfois à l'encontre de la volonté politique. Mais quand ils veulent, ils y arrivent. Mais à quel prix, quoi ? Il faut se battre. Il y en a qui se découragent. Il y en a qui les papiers à remplir, ça décourage. De lutter contre les politiques et l'administration, ça décourage. Parce qu'il y a des luttes politiques depuis toujours en France. Hein. Ça, je veux dire que c'est pas nouveau. Alors, il y a une question qui revient et qui a ressurgi avec la crise sanitaire. C'est la question des agences régionales de santé, les fameuses ARS. En quoi est-ce qu'elles sont utiles ? Ou sinon, est-ce qu'il faut les supprimer ? Elles sont les yeux de l'État sur le terrain, mais c'est elles qui multiplient la paperasserie. Voilà. Et en même temps, elles font des choses parce qu'elles étudient le terrain en chiffres. Mais j'ai vu, j'étais à une soirée, une réunion médicale dans une commune de 1500 habitants. Ils venaient de partout, les podologues, les kinés, les médecins, les infirmières. Tout le monde était là à la réunion. C'est l'ARS qui l'organisait, l'Agence régionale de santé. Donc, elles répondent à des besoins, elles organisent des choses, mais quand il faut agir, c'est la paperasserie. Par exemple, pour les masques, est-ce qu'on peut imputer le manque de masques aux ARS ? Ah non, je crois que ça remonte à bien plus haut que les ARS. C'est vraiment la destruction des stocks de l'État ou la peur, la rétention de ces stocks qui a fait que ça a été une cata, quoi. Parce qu'on a quand même remarqué que quand des maires, des régions s'intéressaient à la question des masques, ou même des entreprises. Il y en avait, donc ça remonte à bien plus haut. Et puis ça a été une lutte aussi. Hein. Ils ont appelé les couturières de la région pour qu'elles fabriquent des masques. Moi, les régions où j'étais pour l'enquête, les couturières m'ont écrit, elles m'ont envoyé des photos de leurs masques. Tout le monde s'y est mis, quoi. L'ARS, on s'en passait bien. Le coronavirus nous a rappelé que soigner, ce n'est pas compter. Et donc là, finalement, est-ce qu'il y a de l'argent pour réformer l'hôpital et réformer la médecine ?
Eh ben, je réponds à votre question. Soigner n'est pas compter. C'est pas que l'argent qui permet de réformer l'hôpital. Oui, on revalorise les salaires. Ça, c'est indéniable et indispensable et incontournable. Après, l'organisation de l'hôpital, elle peut se faire autrement qu'à travers des tableaux Excel. Et on peut réorganiser l'hôpital sur le terrain avec les soignants et avec les médecins et les chefs de service. Mais qu'est-ce qui a changé depuis votre précédent livre, Ne tirez pas sur l'hôpital ? Est-ce que subitement, il y a de l'argent ? Est-ce qu'ils la voient, l'argent ? Est-ce qu'ils voient l'argent, ces soignants ? Je ne sais pas, j'y suis pas retournée sur le terrain. Je n'ai pas eu affaire à l'hôpital depuis, heureusement. Mais on a débloqué de l'argent, mais l'argent met du temps à se débloquer pour arriver sur le terrain. L'administration. Alors, le président de la République a dit qu'il fallait se réinventer, ça allait commencer par lui. En quoi est-ce que finalement notre système de santé doit-il se réinventer ? Mais il va se réinventer en reconnaissant le travail des soignants et en nommant des médecins. Franchement, c'est ce que je répète depuis le début de l'interview, mais c'est ça. C'est ça, donnons aux vrais experts le poste qu'ils méritent. C'est eux qui savent combien il faut de machines dans tel service, c'est eux qui savent combien il manque d'infirmières, et puis on y arrivera. Il faudrait réorganiser le système de santé en ville, que les urgences soient assurées, que des maisons médicales s'ouvrent et que des jeunes médecins reviennent sur le terrain. Mais quelle place pour la télémédecine, par exemple ? On l'a vu en temps de pandémie aujourd'hui, où on ne pouvait plus aller consulter le médecin. Les gens qui étaient, on va dire, peu enclins à utiliser la télémédecine l'ont fait pendant cette crise. Eh bien, moi, je pense qu'il y a de la place pour la télémédecine. Il y a de la place pour les consultations physiques. Il y a de la place pour Amazon en France, pour commander des choses, pour les avoir vite. Et il y a de la place pour aller chez le libraire. Vous êtes sûr qu'il y a de la place pour Amazon ? Non, mais il y a de la place aussi chez le libraire. Et il faut faire les deux. On ne peut pas renier le monde, la technologie du monde, qui nous a permis de vivre cette crise autrement, de voir nos proches. Mais est-ce que la télémédecine, ça permet, en cas de déserts médicaux Oui, ça permet parce qu'il y a un accompagnement. Parce que au lieu d'aller voir le médecin, de prendre 3 mois à l'avance un rendez-vous, de faire la queue, pour un renouvellement d'ordonnance, ça on peut le faire chez vous, avec une petite caméra. Le médecin peut vous examiner. Il n'y a rien de grave. Quand c'est grave, on se déplace. Bon, vous aviez eu raison avant tout le monde dans votre précédent livre, Ne tirez plus sur l'hôpital, qui dénonçait le malaise hospitalier. Vous publiez « Y a-t-il un docteur près de chez vous ?» chez Hugo New Life, et la question est vraiment présente aujourd'hui. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'épidémie, mais finalement, toutes les régions où il n'y avait pas trop de docteurs, il n'y avait pas beaucoup de malades. Oui, mais parce que ce sont des régions un peu désertiques, un petit peu, où il n'y avait pas de densité. Pas de densité, comme on dit. Il n'y a pas de densité de la population comme à Paris. Bonne rentrée, Minou Azoulay. Merci d'avoir été avec nous.